Voilà que le mois de mars est arrivé et notre député Sébastien Lemire est avec nous le temps d'un café. Bonjour, monsieur le député. Santé, santé. Alors, monsieur Lemire, aujourd'hui, on va parler de trois sujets principaux, c'est-à-dire la gestion de l'offre, on va parler de commerce également et on va parler d'attente budgétaire. Le printemps est arrivé. Il y a encore une rumeur d'élection, on en a parlé la dernière fois. On va parler de budget un peu. Puis j'ai quelques petites questions du public pour la fin. On a gardé des petites questions phonées, là, tu sais, parce que avec le soleil, on veut se mettre le sourire au visage. Donc, j'imagine que c'est pour la fin qu'on va parler de la rumeur d'élection. Ben aussi, effectivement. OK, parfait. On va tout de suite commencer avec le dossier de la gestion de l'offre. En fait, c'est un sujet dont on parle souvent en agriculture, la gestion de l'offre. Là, il y a un projet de loi, le projet de loi C-216 qui a obtenu des appuis. C'est quoi ce projet de loi-là pour commencer? Bien, d'abord, c'est un projet terriblement important pour nos producteurs. T'sais, on est dans une petite région, on s'entend avec une agriculture de forme humaine. C'est somme toute des petites fermes. Comment qu'on fait pour assurer la vitalité de ces fermes-là? Puis il y en a. C'est surtout concentré dans la MRC ici d'Abitibi, Abitibi-Ouest et au Témiscamingue. On a 100 fermes qui sont sous gestion de l'offre, 107 en fait en Abitibi-Témiscamingue, et qu'elles sont concentrées la plupart dans ces trois MRC-là. Je pense qu'il y en a 3 dans la Vallée de l'Or, puis une seule à Rouyn-Noranda. La gestion de l'offre, donc, c'est la capacité d'un producteur c'est géré par des quotas. Donc, c'est une limite de production à chaque jour, à chaque semaine, à chaque année que les producteurs font. Et avec la garantie que leur lait produit va être acheté et envoyé à l'usine de transformation pour être envoyé vers les consommateurs. Donc, c'est ce qui sécurise le producteur agricole et c'est un modèle qui est, somme toute, unique au monde et qui fait en sorte qu'on se protège contre la libre entreprise, contre les méga-fermes, le modèle qu'on voit particulièrement aux États-Unis. Et dans les 3 derniers accords commerciaux, on a vu des accords majeurs, donc celui avec l'Europe, le Trans-Pacifique et celui avec les Canada, États-Unis, Mexique. À chaque fois, il y a 3 à 4 de la gestion de l'offre qui a été escamotée. Donc, une négociation, comment ça se passe, donnant-donnant? Bien, Trump, notamment, il s'est dit, moi, la gestion de l'offre, ça nuit à mes producteurs qui votent pour moi dans le Midwest. Fait qu'il faut faire absolument écrouler la gestion de l'offre. Et donc, moi, je veux des concessions là-dessus. Le projet de loi C-216, ce que ça veut, c'est dire le gouvernement canadien ne négociera jamais en monnayant la gestion de l'offre. On l'a déjà fait 3 fois. Ça a comme impact, c'est 10 de la production qui a été escamotée. Donc, c'est 10 de la capacité de revenu d'un producteur agricole. Déjà que la capacité de faire des profits est limitée, parce qu'on s'entend, c'est toujours le dernier 10 c'est pas au début 10 Donc, c'est la différence entre un revenu et des pertes souvent pour nos producteurs agricoles d'ici, donc la survie, la rentabilité de nos fermes. À l'avenir, par le projet de loi C-216, ce ne serait plus jamais un outil de négociation. Et idéalement, même la culture devrait en faire partie. Qu'on négocie sur autre chose, selon les intérêts des pays, me semble, somme toute, opportun, mais pas sur la gestion de l'offre. Et là, ce qui est arrivé de particulier la semaine dernière, parce que c'est là que le projet de loi a été voté en 2e lecture, je vous avoue qu'en début de semaine, puis particulièrement quand on a fait la conférence de presse avec mon collègue Yves Perron, j'étais plutôt inquiet. Honnêtement, sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ça passe selon les négociations de ce qu'on entendait en Chambre des communes, selon les discours aussi qui ont été faits par les différents partis politiques lors du débat sur le projet de loi C-216, qui a été pour la note historique déposée par Louis Plamondon. Et donc, on ne s'attendait pas nécessairement à un appui des conservateurs, bien qu'en campagne électorale, les conservateurs sont toujours là pour dire « c'est important la gestion de l'offre, on est là pour vous autres, etc. » Quand vient le temps d'agir, ils nous ont souvent déçus. C'est les premiers à avoir sacrifié la gestion de l'offre quand le gouvernement Harper était au pouvoir. On avait très peu d'attentes face aux libéraux, mais finalement, ce sont eux qui ont appuyé le projet de loi C-216. Donc, je dois souligner ça, la part du premier ministre Justin Trudeau, la ministre Mme Bibeau, qui auront appuyé la démarche. Donc là, à quelle étape qu'on en est? C'est l'étape donc de 2e lecture. Donc, on renvoie le projet de loi au comité, en l'occurrence, c'est le comité du commerce international, qui va faire une analyse en profondeur, article par article, chaque ligne du projet de loi, pour pouvoir peut-être proposer des amendements, des modifications, des bonifications. Ils vont entendre des témoins, donc il y en a déjà qui sont passés, pour pouvoir dire quel impact que ça a. Exemple, la relève agricole, l'UPA pourra être des témoins intéressants, les producteurs de lait, les transformateurs qui vont pouvoir donner leur opinion en quoi protéger la gestion de l'offre fait la différence dans l'industrie, protéger les emplois, l'agriculture de proximité, comme je disais tantôt, et évidemment notre économie des villages particulièrement. Et donc, après ce retour en comité, il va revenir à la Chambre des communes pour être adopté d'une façon finale par le Parlement. Et là, bon, on a une étape
pas facultative, mais qui existe au Canada, qu'on n'a pas au Québec, c'est de passer par le Sénat et après ça, revenir officiellement au Parlement pour sa sanction royale. C'est une étape qui était historique. Jamais les libéraux ni les conservateurs s'étaient compromis jusque-là. Donc, pour moi, ça me donne espoir. Je souhaite que le travail en comité puisse se faire, somme toute, assez rapidement pour qu'on ait le temps de voter avant l'échéance électorale potentielle dont on parlait tantôt. Mais c'est vraiment un pas historique que le premier ministre s'engage à appuyer un vote sur la protection de la gestion de l'offre. Ce qui est passé, malheureusement, est passé. Oui, les producteurs ont reçu, dans certains cas, des compensations, mais n'en ont reçu aucune sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, mais les impacts se sont faits tout de suite, là. Dès que l'accord est signé, est entré en vigueur, c'est une perte de production nette pour nos producteurs agricoles, mais le chèque n'est pas arrivé. Mais le chèque, il couvre une petite période, 3, 4, 5 ans, sauf que les impacts, les dommages sont permanents. Heureusement, le Bloc québécois est arrivé, puis ce qui est encore plus heureux, a réussi à convaincre les autres par la pression politique qu'on a mis et l'appui des producteurs, évidemment, à travers le Québec particulièrement. Chose particulièrement intéressante, si tu me permets de donner un autre élément de ce projet de loi-là, les conservateurs, dans ce débat-là, comme je disais tantôt, c'est important la gestion de l'offre, c'est important, on est là pour vous autres, mais on ne veut pas voter pour le projet de loi. En tout cas, le chef Erin O'Toole a voté contre. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir le plein pouvoir des négociations. On ne sait pas qu'est-ce qui va être en croissance ou qu'est-ce qui va être important dans quelques années. Et c'est justement l'objet du projet de loi, c'est de s'assurer que, peu importe, on ne touche plus aux producteurs agricoles, on ne touche plus à la sécurité alimentaire, à la souveraineté alimentaire. Notre garde-manger, notre gagne-pain est trop important. Le chef conservateur a voté contre, ce qui veut dire que si le gouvernement avait été conservateur, ce projet de loi-là ne passerait pas et il pourrait sacrifier à nouveau la gestion de l'offre. Les députés québécois du Parti conservateur, par contre, ont voté pour. Donc, ça montre comment ce parti-là est complètement dysfonctionnel, mais aussi hypocrite dans sa démarche, en disant aux gens, les députés du Québec, oui, on est avec vous, les producteurs, mais en bout de ligne, qui décide? C'est leur chef, puis leur chef a voté contre. Voilà, j'aurais pas pu placer un mot dans ce bloc-là, mais je vais y aller dans le prochain. On va aller faire une courte pause, on revient. Merci. La vaccination bat son plein au pays et là, on a une pensée pour les commerces indépendants, plus particulièrement les petits commerces indépendants. Vous avez fait une sortie publique le 17 mars dernier pour demander au fédéral de protéger ces commerces-là. Oui, d'abord, c'est une sortie du Bloc québécois. C'était donc fait par le chef Yves-François Blanchette avec notre porte-parole en finance, Gabrielle Sainte-Marie. Et moi qui étais en appui à cette conférence de presse-là, avec ce communiqué-là, c'est-à-dire à titre de porte-parole en développement économique et régional. Donc, moi, j'ai cette fonction-là, l'industrie, l'entrepreneuriat. Donc, c'est un enjeu qui nous tient particulièrement à cœur au Bloc québécois. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de nos villes et nos villages. C'est évidemment tous ces commerces de proximité-là qui vont vendre des produits souvent adaptés qu'on ne retrouve pas dans les grandes chaînes, que ce soit des produits de l'artisanat, des services et des besoins locaux. Évidemment, toute l'industrie touristique est impactée quand on parle de commerce de proximité. Et on trouve qu'après un an de pandémie, il demeure que les programmes ne sont pas assez adaptés et assez flexibles à leur réalité. Et qu'après un an, l'enjeu de la liquidité de ces entreprises-là devient de plus en plus important. L'élastique a des limites à être tiré. Et en ce sens-là, vous avez fait 7 propositions. Tout à fait. Et ces propositions-là, ce que ça vise, d'abord, évidemment, vous avez tous entendu parler de la subvention salariale et du compte d'urgence. Donc, c'est où le programme phare, dépendamment de la capacité de liquidité des gens, mais c'est des programmes dans lesquels il y a un prêt qui est donné et après une certaine période,
il y a le dernier 25 qui n'a pas nécessairement été remboursé. Donc, le programme initial a un prêt de 40 000, mais d'ici le 31 décembre 2021, si tu as remboursé tes 30 000 premiers, bien, tu peux garder le 10 000 qui reste. Depuis, ce programme-là a été bonifié jusqu'à 60 000. Mais ce qu'on souhaite, notamment dans nos recommandations, c'est que la partie qui est en subvention, donc on n'a pas à rembourser, puisse monter jusqu'à 33 au lieu de 25 qui est actuel. Parce que l'enjeu, après un an et demi, c'est vraiment l'enjeu de la liquidité. Il n'y a personne qui a prévu ça et l'élastique là, est étiré au maximum. Et trop souvent, l'aide fédérale, on l'a vu, le gouvernement fédéral a dépensé 400 milliards, mais c'est souvent des prêts avec de l'argent qui va revenir dans les coffres. Ce qui n'est pas illogique, évidemment, dans les circonstances, mais ça a un impact. C'est qu'après un an, les commerces ne sont plus capables de pouvoir s'endetter constamment. Et ça va avoir un impact majeur sur leur survie. La Fédération canadienne d'entreprises indépendantes a fait un sondage, puis c'est quoi? C'est grosso modo 1 sur 6 qui risque de fermer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, ça prend de l'aide au coût fixe, ça prend de la liquidité qui va pouvoir leur permettre. Puis à travers ça, avoir des programmes flexibles adaptés à leur réalité. Moi, je pense à toute la question du web. Oui, on va aller vers le commerce en ligne, mais encore là, il faut avoir des solutions, puis il faut aider les entrepreneurs qui, eux, se battent jour et nuit pour la survie de leur commerce, n'ont pas nécessairement tout le temps ou l'expertise de développer le commerce en ligne et la liquidité nécessaire pour aller vers là. Donc, ça prend une aide d'Ottawa. Québec a fait sa part aussi en ce sens-là. Il faut aller en ce sens-là. Post Canada aussi peut faire sa part, parce que ça coûte cher envoyer un colis. Moi, je me rappellerai toujours l'exemple de la miellerie de la Grande Ourse, la discussion que j'ai eue, et qui me dit 2 pots de miel, ça coûte 12 mais te les envoyer à Rouyn-Noranda, ça va coûter 30 Fait que c'est 18 de shipping pour 12 de produits. C'est absolument pas rentable. Donc ça, il y a une révision aussi qui est à faire de ce côté-là qui serait nécessaire. Parce que les entrepreneurs locaux n'ont pas nécessairement le même volume que, prenez un exemple, un Amazon de ce monde qui a sûrement des tarifs plus bas au niveau du shipping. Assurément. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument choquant. Il faut être capable de favoriser notre économie locale, notre commerce local, et donc d'encourager ces commerçants de proximité-là et leur donner des moyens, des conditions gagnantes. Ça, pour moi, c'est nécessaire. Et demain, donc je me permets un petit scoop, bien, demain paraîtra, demain samedi, on enregistre vendredi, une lettre ouverte, donc signée par Yves-François, Gabriel et moi, dans lequel on revendique justement ces propositions-là et en disant il faut que le gouvernement bouge. Hier, la ministre Joly a annoncé une prolongation du programme phare. Donc, il va y avoir de l'argent supplémentaire qui est donné. C'est un pas. Mais nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que cet argent-là puisse être donné de façon flexible. Tu sais, l'entrepreneur qui a la tête dans la survie n'est pas nécessairement attentif aux enveloppes qui sont souvent fermées avec une date de péremption. Et ça, c'est un problème. Si ton aide, il faut qu'elle soit disponible au moment où que le producteur, pas le producteur, c'est-à-dire le commerçant en a besoin. Et si après 2 jours, bien, il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, puis qui est pénalisé, bien, ton programme n'est pas bon simplement. Il faut que tu t'ajustes à le niveau de besoin des gens qui sont sur le terrain. Et ça, c'est pour la survie de notre économie dans nos villes, dans nos villages. Et c'est des actions que le Bloc québécois veut que le gouvernement entreprenne. J'imagine que vous en entendez parler régulièrement des commerces locaux qui commencent à trouver ça dur, la pandémie? Bien, c'est effectivement, tu sais, c'est la détresse, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça termine. C'est sûr que tous les enjeux des mesures sanitaires sont dans la cour du gouvernement du Québec. Donc, je ne peux pas vraiment émettre d'opinion sur l'impact d'une zone orange, l'impact d'une zone jaune dans les circonstances, mais effectivement, les restaurateurs particulièrement ressentent cet impact-là, nos commerces de proximité. Pourquoi un Walmart pouvait être ouvert, mais pas les commerces de proximité? Moi, ça m'a questionné très, très longtemps dans ce contexte de pandémie-là. On était au début de la première vague, on s'entend quand ça avait été fait, mais ce genre de mesures-là témoigne à quel point, depuis un an, nos commerces de proximité ont besoin d'une aide qui soit flexible et adaptée, mais généreuse en liquidité, pas juste en prêts qui font alourdir leur endettement. Je veux rapidement glisser un mot. Vu que c'est de nature fédérale, il y a la vaccination qui va peut-être réussir à nous ramener vers un rythme de vie normal. Vous voyez ça comment, la vaccination en ce moment? Je me permets d'être optimiste parce que l'objectif, c'est de revenir à une vie normale. Et dans ce contexte-là, on voit une augmentation des doses de vaccins. Joe Biden s'est engagé à envoyer 1 500 000 doses vers le Canada. C'est des bonnes nouvelles. Moi, plus vite, l'ensemble de la population va pouvoir être vaccinée. Je pense que plus vite, on va pouvoir agir. Il y a eu des retards par le passé, des erreurs majeures de la part du gouvernement fédéral. Le fait qu'on ne soit pas le seul pays du G7 qui ne soit pas capable de produire ses propres vaccins sur son territoire, on s'est rendu totalement dépendant de la production extérieure avec tout l'impact que ça a eu. Probablement qu'on a payé nos vaccins beaucoup plus cher qu'ailleurs. Mais maintenant, la priorité, c'est de pouvoir être vacciné pour pouvoir retrouver une vie normale.
Maintenant qu'il s'est dit, la saison des pancartes électorales s'en vient peut-être. On va parler de budget, d'attente budgétaire et de peut-être future campagne électorale dans quelques instants au retour de la pause. Vous possédez une entreprise, un commerce ou faites partie d'un organisme et vous souhaitez augmenter votre visibilité? Vous souhaitez faire la promotion d'un événement, d'un produit ou d'un service? Mediaté a la solution. Nous pouvons maintenant créer pour vous une capsule promotionnelle animée. Profitez de cette belle nouveauté afin de vous démarquer et capter l'attention de votre public. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations. Bon, là, on le sent, là, ça commence à sentir les pancartes électorales, ça commence à sentir le budget aussi. Je veux vous amener sur ce budget-là. Quelles sont vos attentes face au budget qui pourrait s'en venir? Bien, les attentes du Bloc, elles sont très claires et c'est les mêmes attentes qu'on revendique depuis la campagne électorale et sur lesquelles ça n'a pas encore bougé. Et on est en contexte de pandémie. C'est quoi le principal dépense qu'on a dans un État? C'est évidemment la santé. Toutes ces dépenses-là sont du côté de Québec. Les hôpitaux, l'approvisionnement de vaccins et tout ça, c'est des dépenses du côté de Québec. L'entente fédérale provinciale historique, Ottawa devrait payer 50 des dépenses en santé. Il n'en paye actuellement que 22 Donc, augmentation des transferts majeurs vers les provinces. C'est une demande unanime de l'ensemble des provinces, une demande de l'Assemblée nationale de monter à 35 C'est un compromis, somme toute, mais ces milliards de dollars-là vont faire la différence. C'est la principale revendication du Bloc québécois. Une deuxième qu'on a faite par avis de motion il y a 2 semaines. Donc, on a consacré notre journée d'opposition pour parler de la situation des aînés. Les premiers impactés par la pandémie, ceux dans lesquels le pouvoir d'achat est diminué avec le coût de la vie, l'impact sur le panier d'épicerie qui augmente, l'impact sur les tarifs, les loyers et autres. On peut augmenter les pensions de vieillesse de l'ordre de 110 $ par mois dès 65 ans. Et ça, le gouvernement libéral a montré une ouverture en juillet. On a reconnu que l'impact du pouvoir d'achat sur les aînés pendant la pandémie, on a augmenté de 25 $ par semaine sur une période de 3 mois. La pandémie n'a pas duré 3 mois, ça fait 1 an qu'elle dure. Mais indépendamment de ça, de façon permanente, 110 $ par mois dès 65 ans, c'est une mesure que revendique le Bloc québécois qui a été votée à la Chambre des communes, donc une majorité, évidemment, avec l'appui des conservateurs et du NPD. Donc, c'est des attentes qu'on a. Aussi, toute l'aide à nos industries, nos commerces, on vient d'en parler, c'est des éléments. Accès Internet haute vitesse, s'assurer de bonifier l'engagement. Aller chercher un peu ce que fait Québec. Québec veut brancher tout le Québec d'ici 2 ans. Le gouvernement fédéral tarde encore. Les mesures annoncées, ce qu'on devait déposer en juin 2020, ne sont pas encore annoncées. Donc, il y a peut-être de l'argent qui est disponible, un programme qui est accepté dans nos MRC, mais dont on ne sait pas encore parce qu'on attend des délais administratifs. Ça doit cesser. C'est des exemples, effectivement, qu'on revendique au Bloc québécois pour le prochain budget. Vous le vivez, vous le sentez. Avez-vous l'impression qu'on va tomber en élection cette année? Bien, en fait, moi, mon rôle, c'est d'être prêt à ça. Et honnêtement, je le souhaite pas tant. Je regarde tout le travail qu'on est en train de faire, notamment au comité de l'industrie. On est dans une étude majeure sur l'aérospatiale. Quand on parle aux gens qui sont dans le domaine et qui me témoignent, dire, regarde, on ne sait même pas qui appeler à Ottawa. Et il n'y a pas de son, pas d'image de ce côté-là. On est le seul pays majeur qui a une industrie aérospatiale aussi importante et dans lequel le gouvernement fédéral n'intervient pas. Ça, pour moi, c'est une aberration et on agit là-dessus. Le comité de l'industrie se penche là-dessus actuellement. On attend le rapport sur toute l'étude sur accès Internet haute vitesse, le réseau cellulaire, l'abordabilité, l'accessibilité. Il va y avoir de grosses recommandations. Moi, c'est le cœur de mon mandat. C'est ça sur quoi je me suis rendu imputable. Puis, Colin, je vais l'avoir livré en très grande partie, mais j'ai besoin de ce rapport-là et j'ai besoin qu'il soit déposé à la Chambre des communes avant le déclenchement possible d'une élection. Mais je suis d'accord avec toi, François, de façon très honnête, c'est à 5 élections. Un des facteurs majeurs pour moi, c'est que la fenêtre peut-être elle s'ouvre du côté de Trudeau parce que les conservateurs sont mauvais. T'sais, on voit l'exemple, ils ont voté avec nous sur un projet de loi d'un rapport d'impôt unique pour les Québécois géré par Québec. Et le conservateur et le NPD nous ont appuyés, mais quand c'est le temps de l'étude en comité, le processus que j'expliquais tantôt, bien, ils ont décidé de s'abstenir sur une clause qu'on avait déjà discutée, ce qui a fait tomber le projet de loi. Et là, c'est là que tu vois toute l'incohérence. On pourrait économiser 450 millions en traitement de demande, puis amener ça. Puis comme ça marche pour la TVQ et la TPS, c'est harmonisé. Québec envoie le chèque à Ottawa.
C'est très simple. Les conservateurs se sont arrêtés. Des exemples comme ça de la gestion par Erin O'Toole sont très nombreux. Donc oui, il y a une fenêtre d'opportunité qu'on peut voir par les libéraux, mais ils n'ont pas déposé encore la date du budget. Ils ne l'ont pas annoncé. T'sais, normalement, c'est au mois de mars. Le gouvernement du Québec devrait être quoi, le 25 mars? On ne le sait pas pour le gouvernement fédéral. On reprend la semaine prochaine. Après ça, on a 2 semaines de relâche. Donc, ça ira au mois d'avril. Tout ça donne un peu plus d'espace pour le moment où le dépôt d'un budget, qui est un vote de confiance du Parlement, il y aura peut-être des éléments où le gouvernement libéral va souhaiter se faire tomber lui-même. Mais pour nous, c'est clair, on va voter pour le budget si c'est bon pour le Québec. Puis si c'est pas bon pour le Québec, bien effectivement, notre devoir, c'est pouvoir s'assurer de lancer le message fort à ce gouvernement-là en disant si ton budget n'est pas bon, bien Colin, on ira en élection. Et de ne pas savoir quand ça va se passer, ce budget-là, est-ce que ça vous sonne des cloches? Qu'est-ce que ça change pour une démocratie, le fait de ne pas savoir justement quand est-ce qu'on va le sortir? D'un point de vue psychologique, je peux vous dire que c'est quelque chose qui nous traite toujours dans la tête. Ça fait partie de mon quotidien. Le gouvernement minoritaire, c'est ce qui est le plus difficile. On sait qu'à tout moment, on est sur un siège éjectable. Ça fait partie de la nature de la politique. Je vis bien avec ça, mais d'un point de vue politique, moi, je souhaite aller le plus loin possible dans notre mandat actuellement, parce que les choses vont bien. On réussit à avoir des gains très concrets dans un gouvernement où ce qui est amené à faire des compromis. Et pour moi, le travail qu'on fait doit se faire et on doit aller au bout, adopter des projets de loi qui sont en cours, parce que le déclenchement d'une élection fait en sorte que tout tombe. Et je souhaite éviter ça. Moi, si on peut aller même au bout de nos 4 ans, je vais être bien content, mais je ne contrôle pas cette partie-là. Puis il y a des choses qui sont absolument inacceptables. We Charity en est un exemple. On ne peut pas cautionner cette action-là de la part du gouvernement. Et si ça devient que notre siège est en jeu, bien, ma responsabilité, ça sera de me retourner vers vous, les citoyens d'Abitibi-Témiscamingue, puis pouvoir représenter à nouveau pour avoir votre confiance. De notre côté, l'émission est presque à sa fin. On va aller faire une très courte pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, c'est le moment des questions du public. On en a reçu quelques-unes. J'en ai une première qui va aller un peu plus vers l'humain. C'est une question de la part de Kate Dessureau qui demande comment va l'humain derrière le politicien dans toute cette période de pandémie, cette année un peu bizarre-là? Je reconnais quand même Kate là-dedans de s'intéresser à ce volet-là humain. Mais comme je disais tantôt, c'est une année qui est épouvantable dans le contexte. Le rythme de vie est très chargé. Mais merci de poser la question. Honnêtement, moi, ça va bien parce que j'ai le sentiment d'être capable d'avoir un impact sur ce que je fais. Si on me posait la même question au mois de juin, j'avais de la misère à dire « j'aime ma job » parce que c'était des journées de travail dans lesquelles je ne voyais pas le soleil concrètement, mais dans mon bureau, dans des réunions Zoom, dans lesquelles c'est plus difficile de voir la différence. Le fait d'être sur place à Ottawa, parce que j'y vais pas à toutes les semaines, mais très souvent, être dans le trafic nous aide vraiment à avoir un impact là-dedans. J'ai pris aussi une certaine assurance, mais mon impact dans le contexte du Bloc québécois, il est assez palpable. Le leadership que je peux avoir au comité de l'industrie, le fait de pouvoir porter la voix de la région à la Chambre des communes sur de nombreux enjeux. Moi, je suis appelé à pouvoir parler des enjeux de santé, comme les enjeux de développement économique. Je suis maintenant porte-parole sur accès Internet haute vitesse. C'est tous des enjeux qui me tiennent terriblement à cœur, puis que j'ai la chance de pouvoir faire une différence. Donc, c'est satisfaisant, mais ça a été une année, comme tout le monde, ça a été une année très, très, très difficile, très chargée en tout cas. Il y a un enjeu qui revient souvent au niveau fédéral, les fameux voyages, les voyageurs qui n'ont pas été remboursés encore, leurs billets qu'ils avaient achetés l'année dernière. Quelle est votre position là-dessus? Bien, d'abord, ils doivent se faire rembourser. C'est une aberration que ça n'a pas été fait. La plupart des pays du monde, les G7 l'ont fait, les États-Unis, la France, il faut rembourser, c'est une priorité. Et surtout, l'industrie, Air Canada au premier chef, demande de l'argent des supports du gouvernement fédéral. On a réussi à faire en sorte que si vous donnez de l'argent à ces compagnies-là, bien, qu'ils doivent rembourser les clients en priorité.
Ça devrait être fait depuis longtemps. Et là, qu'est-ce qui va arriver si Air Transat est acheté par Air Canada? Est-ce que Air Canada doit rembourser ceux d'Air Transat? On n'a pas ces détails-là encore. Mais c'est une aberration de penser que ça n'a pas été fait et ça amène un enjeu beaucoup plus large sur le transport, celui de l'aide aux compagnies aériennes. On sait qu'une liaison en Abitibi-Témiscamingue, Montréal-Val-d'Or qui a été coupée par Air Canada. On sait que dans les conditions que le gouvernement fédéral a mis pour pouvoir redonner de l'argent aux compagnies, c'est de ramener les liaisons régionales puis de rembourser ces billets-là. On a hâte de voir la couleur de cet argent-là. Moi, personnellement, je ne suis pas pressé qu'Air Canada revienne sur le territoire. Je pense qu'on devrait plutôt encourager bon nombre de petits joueurs qui ont envie de couvrir ce terrain-là. Exemple de Propère et d'Air Québec qui nous couvrent déjà très bien. Est-ce qu'on peut renforcer leur service? Déjà qu'il y a un service à la clientèle de plus grande qualité qu'Air Canada et qui peuvent nous servir en français. C'est des détails qui sont vraiment pas banals. Donc, quand je pense à l'aide à l'industrie, pour moi, ça doit être une priorité de rembourser les citoyens. C'est une priorité du Bloc québécois qui est portée par mon collègue Xavier Barcelot-Duval et qui est aberrant qu'on n'a pas fait. Question de Benoît Saint-Pierre, maintenant, de notre équipe d'appropriation culturelle, qui vous demande quels sont vos plans de vacances cet été? Il cherche de l'inspiration. C'est drôle parce que j'en parlais cette semaine avec ma copine. Visiblement, ça va être un été qui risque peut-être de ressembler à la précédente, donc il va être pas mal en région. J'ai la chance d'avoir un voilier. C'est un rêve de jeunesse d'Émilie sur le lac Témiscamingue, donc probablement que beaucoup de temps va pouvoir être passé là-dessus en famille. Puis en même temps, il y a toujours l'option de pouvoir découvrir davantage notre Québec. L'année passée, j'avais fait une tournée d'une boucle de 4000 km avec ma voiture électrique. J'avoue que revenir par Chibougamau a été une idée un peu stressante. Depuis, il y a des bornes rapides à Sainte-Terre, Lebel-Quévillon, puis Chibougamau, il n'y en avait pas, puis Chapet, mais il n'y en avait pas l'été passé. Mais d'aller jusqu'en Gaspésie, par le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi au retour. Ça a été vraiment des belles vacances, mais pour l'heure, moi j'ai confiance qu'on va avoir un été peut-être qui va ressembler à ce qu'on a vécu l'année passée, encore dans des mesures sanitaires importantes, encore une certaine forme de distanciation physique, mais qui nous a permis quand même d'avoir des événements comme le Festival de musique émergente, comme le Festival du cinéma international. Est-ce que la FEI pourra avoir lieu cette année, par exemple, puis qui nous permet d'avoir un retour à une vie sociale. Si le premier ministre Legault réussit à administrer au moins une dose de vaccin à tout le monde qui en veut, je pense que ça va pouvoir permettre une certaine présence en vacances. Mais d'ici là, tout peut arriver. Là. Ça vaut la peine de vivre notre Québec, ça vaut la peine de vivre notre région aussi. Il y a plein de trucs à découvrir. Moi, personnellement, le Témiscamingue, j'ai tout le temps l'impression d'être en vacances quand je suis là-bas. Là, donc, ça vaut la peine de prendre le temps de regarder ce qui se passe, d'aller voir les offices de tourisme et tout ça et de vous informer de ce qu'il y a près de vous. Et j'espère que nos festivals qui font la couleur de notre région, chaque ville-village a à peu près son événement cet été. Et c'est ce que je trouvais qui était le plus frustrant l'été passé. Plusieurs ont été annulés. Donc, normalement, ça ferait partie de mes vacances à chaque semaine. C'est ce que j'espère aussi qu'il va pouvoir avoir lieu. Là, on commence à voir, certains ont des décisions importantes à prendre. Le soutien du gouvernement fédéral à ces événements-là sont importants parce que préparer un événement, on le prépare pendant une année, voire 2 ans. Et on doit, quand on parle d'adapter le soutien, ça veut dire ça, c'est de maintenir les équipes en place, la subvention salariale, mais aussi d'avoir de l'argent qui est un peu un capital de risque, accompagné avec les équipes, même si la rentabilité cette année ne sera pas assurée d'un événement. Mais on s'assure de garder l'expertise dans une équipe, le contenu, puis de pouvoir s'assurer que l'événement va avoir lieu en 2022, 2023, 2024. M. Lemire, merci beaucoup. On aura la chance de se revoir pour un autre café le mois prochain. Merci, François.